Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous permet de faire un choix de carrière éclairé. Alors, je tiens à remercier la compagnie Dose Juice pour me permettre d'offrir une dose de bien-être à mes invités au courant de plusieurs épisodes. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des sommeliers et des sommelières. Donc, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Caroline Boissonneau, sommelière et passionnée des vins. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci toi. Oui, ça va super bien, merci. Dans tes mots, qu'est-ce qu'une sommelière? Une sommelière, en fait, je dirais que c'est quelqu'un qui apporte du bonheur aux gens. Oh wow, c'est bien dit ça. À travers un bon verre de vin. Mm-hmm. Voilà. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui apporte du bonheur. Parfait. Maintenant, moi, je vais donner la définition selon le site monemploi.com. Donc, c'est une personne qui, dans un restaurant ou un hôtel, sélectionne et commande auprès des fournisseurs les vins et les alcools et gère les inventaires qui en découlent. Elle voit à élaborer la carte des vins de l'établissement et recommande aux clients des vins qui seront en harmonie avec les mets qu'ils ont choisis. Elle peut également renseigner les clients sur la provenance, la composition et la saveur des vins. Donc, ça a du sens pour toi? Ça fait tout à fait du sens. La tienne est un petit peu plus détaillée que la mienne, oui. Mais au final, ça revient à peu près au même. Exactement. Je trouve que c'est important de dire qu'un sommelier travaille dans un restaurant. Parfait, on en reparlera plus tard alors. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? En fait, qu'est-ce qui m'a amené, c'est que j'ai toujours été dans le milieu de la restauration en service. Et tout bonnement, j'ai décidé d'aller travailler en France avec mon mari. Et j'ai travaillé dans les restaurants étoilés Michelin. Je me suis liée d'amitié avec le sommelier qui était sur place. Et évidemment, je pense qu'il m'a clairement transmis cette passion pour le monde du vin. Donc, c'est vraiment de là où est née ma passion pour le vin. Je suis revenue au Québec et j'ai pris mon cours en sommellerie. Super! Donc, j'étais dans un 2 étoiles et un étoile Michelin. Donc, j'ai passé 1 an en France dans 2 restaurants différents. Quel a été ton parcours académique exactement? Un parcours académique bien chargé. Je suis une amoureuse de les études, une amoureuse de l'école. Donc, j'ai commencé mon cours en 2010 en sommellerie professionnelle, donc à l'Institut d'hôtellerie et tourisme du Québec. Et c'est là que mon parcours a commencé. Je dirais que j'ai à tort à travers été chercher des formations spécialisées, dont celle des vins d'Espagne, offertes toujours par l'ITHQ. Par la suite, j'ai commencé à faire, j'ai fait le Wine and Spirit Education Trust. J'ai fait le niveau 3. En fait, je suis passée directement au niveau 3. Donc, il y a 4 niveaux dans ce cours-là, ce programme-là. Donc, c'est des cours qui sont reconnus mondialement. Ça a été fait en ligne. Donc, j'ai fait mon niveau 3. Par la suite, j'ai le Court of Master Sommelier, qui est un peu l'équivalent des cours mondialement reconnus, qui sont plutôt aux États-Unis, je vous dirais. Ils sont venus à l'ITHQ. Donc, grâce à une sommelière bien reconnue ici, Élise Lambert, j'ai fait le Introductory parce que je devais le faire, j'étais obligée de le faire. Ensuite de ça, l'année d'après, j'ai fait... Quelle raison, excuse-moi, tu as été obligée de le faire? Parce que c'est la règle de ce programme-là. En fait, on doit, peu importe le niveau qu'on a, on doit partir à 0. Okay. Donc, j'ai fait le premier niveau. L'année d'après, j'ai fait le Certified Sommelier, qui est le 2e niveau. Et avec la pandémie qui est arrivée dernièrement, évidemment, je travaille en restauration, donc un peu de temps libre. J'ai décidé de me lancer dans le Wine and Spirit Education Trust, le niveau diplôme, qui est vraiment le dernier niveau de cette école-là, en fait. Félicitations. Merci. Donc, c'est toujours en cours? C'est toujours en cours. On se croise les doigts, potentiellement terminer cet été. OK. Ça prend combien de temps à faire? En fait, ça dépend, je pense, du rythme de chacun. C'est des examens qui sont très complexes. Ça peut être fait en 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Moi, ça a été décalé parce qu'avec le COVID, mes examens ont été décalés parce que je devais aller les faire à Toronto en présentiel. Donc, tout a été décalé. Donc, à ce moment-là, j'ai décalé mon dernier module. Donc, j'ai pris 1 an de plus que la normale par souci de garder ma tête saine d'esprit puis de pas mélanger toutes sortes de modules en même temps. Ouais, parfait. Donc maintenant, selon le site monemploi.com, les établissements qui offrent le programme de sommellerie, en fait, sont le CEAFP de Charlevoix,
Pavillon Les Cimes, le CFP 24 juin, Pavillon du Vieux-Sherbrooke, École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, École hôtelière de la capitale, École hôtelière de la Montérégie, École hôtelière des Laurentides, École hôtelière et d'administration de Laval, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, là où tu as été aussi. Donc, il s'agit d'une formation académique de niveau secondaire professionnel. C'est bien ça? Oui. Excellent. Puis maintenant, les préalables, selon le site monemploi.com. Il faut être titulaire d'un DEP dans le métier correspondant au programme d'études choisi ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents pour les 18 ans et plus ou exercer un métier ou une profession en relation avec le programme d'études visé. Parfait. Maintenant, quelles sont tes expériences de travail en lien avec la sommellerie? Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai commencé à travailler au restaurant XO de l'hôtel de Saint-James. Là, j'ai travaillé déjà comme serveuse au restaurant XO de l'hôtel de Saint-James, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui est un restaurant quand même assez réputé, 4 diamants, si je me trompe pas. Donc, 4 diamants, ça veut dire? Ça veut dire haute gastronomie, ça veut dire c'est l'équivalent de Michelin. Si est-ce que c'est l'équivalent? Je sais pas si on pourrait dire l'équivalent parce que Michelin, c'est quand même assez renommé mondialement. Mm-hmm. Mais disons que c'est notre façon ici de promouvoir des restaurants qui sont haut de gamme, qui sont des bons restaurants en fait. Mm-hmm. Donc, quand j'ai fini mon école, en fait, ils m'ont offert le poste d'assistante sommelière tout de suite. Ils me connaissaient déjà, je travaillais là depuis un petit moment. Donc, j'ai travaillé là pendant quand même un bon 5 ans. Beaucoup de plaisir à travailler là. Ça a été un endroit où j'ai eu accès à des vins qui sont très haut de gamme. J'ai eu la chance de déguster des vins très haut de gamme, des choses qu'on pense qu'on dégustera jamais dans une vie. Des vins hors de prix, mais aussi une clientèle qui connaissait bien le vin. Donc, pour moi, ça a été un beau défi de commencer ma sommellerie dans ce milieu-là. Petite question aussi, quand on dit vin hors de prix, on parle de combien à peu près? Oh! On parle de plusieurs centaines, voire même certains, si on va dans les milliers de dollars. On pense à des grands crus classés bordelais, des châteaux Pétrus, des châteaux Cheval Blanc, des vins qui non seulement sont hors de prix, mais qui sont inaccessibles, qui sont réservés à une petite élite, autant dans la restauration que dans le privé, en fait, au niveau des gens comme réguliers. Donc, des grands champagnes aussi. Ça a été, bref, une belle expérience. Oui, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, travailler beaucoup d'accords mets et vins, évidemment, on faisait un menu dégustation avec accords. Donc, à chaque jour, le menu changeait. À chaque jour, on travaillait des accords. Donc, ça aussi, ça a été une belle opportunité. Mm-hmm. Expérience de travail. Ensuite de ça, un sommelier, souvent, va être un maître d'hôtel, va être un gérant, va être un serveur. Il y a quand même peu de restaurants à Montréal où est-ce que tu fais que de la sommellerie. Souvent, ça va être jumelé avec un autre poste. C'est sûr qu'il y a certains restaurants qui vont vraiment consacrer le sommelier à la sommellerie, mais souvent, ça va être jumelé. Donc, j'ai travaillé beaucoup comme gérante dans certains établissements, toujours à Montréal, évidemment, tout en faisant la sommellerie, donc commande de vin, bref, inventaire. Ça, on en parlera pour les tâches, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et bref, voilà, je me suis un petit peu tannée de la restauration, si on veut. Donc, je suis toujours en service, je gère une carte des vins, mais j'ai mon entreprise aussi que j'ai lancée dernièrement que j'anime des dégustations de vin, en fait, au final. Donc, génial, c'est un autre aspect... entrepreneur. Oui, un autre aspect du métier qui est bien plaisant, de transmettre un peu de bonheur, mais de connaissances aussi à tout le monde. À tout le monde, finalement. Mm-hmm. Parfait. Donc, t'en as parlé un peu, ça semble pas avoir été trop difficile pour toi de trouver un emploi là, à la sortie de tes études. Là. Non. Dit que t'avais trouvé facilement. Non, en fait, déjà, ça m'a aidé de travailler sur place, puis il y avait besoin d'un assistant sommelier, donc mais je pense que si c'est pas comme sommelier principal, c'est très facile de rentrer
d'être un serveur sommelier, d'être un assistant sommelier, puis de monter les échelons au fil du temps. D'autant plus qu'en ayant comme un mentor, si on veut, donc un sommelier un peu plus connaissant, c'est là qu'on approfondit beaucoup ses connaissances. Ouais, il y a énormément de choses à comprendre, à savoir dans le vin. Donc, c'est un petit plus, en fait. Mm-hmm. Puis, c'est quoi maintenant les principales tâches? Principale tâche, ben en fait, je pense que ça a bien été décrit un peu plus tôt dans l'entrevue. Ben c'est commander des vins, que ce soit de la SAQ, que ce soit de l'importation privée, de déguster des vins, évidemment, ça c'est la partie plaisante du travail, à savoir est-ce que le vin va correspondre à ma clientèle. Donc, on déguste toujours en fonction de la clientèle et non en fonction de nos goûts personnels. Mais à force de déguster, vous, est-ce que ça peut arriver que vous soyez un peu pompette, même sous ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une limite? Comment ça fonctionne? En fait, c'est parce qu'on crache. Ah, c'est ça le secret, OK. Exactement. Donc tu peux en faire à volonté, puis tu craches, donc ça annule les effets. À volonté, c'est relatif parce qu'à un moment donné, ton palais devient saturé. Donc, ta dégustation est plus aussi optimale qu'elle devrait l'être. Mais même si on crache, il y a quand même l'alcool qui va pénétrer, en fait, parce qu'on promène le vin un peu partout, on déguste. Donc, c'est sûr qu'à un certain point, on va ressentir un léger effet, mais très léger. Donc, léger. Mais oui, il y a des gens qui crachent, il y a des gens qui crachent pas. Ça, c'est à chacun de voir sa limite. Ouais. Mais c'est sûr que cracher, c'est vraiment très important pour un sommelier quand on déguste. Parfait. Ensuite de ça, quelles sont les qualités et les aptitudes que doit avoir une personne qui travaille dans la sommellerie? Curiosité. Curiosité, c'est très important parce que c'est un domaine hyper vaste. Il y a énormément de choses à savoir. Et là, on parle de géographie, on parle d'histoire, on parle de chimie, on parle d'accords, on parle de géographie. Bref, on parle de énormément de choses. Donc, je pense que la curiosité, c'est une des qualités, un des éléments importants qu'on doit avoir pour justement aller chercher encore plus d'informations. La passion, parce que si on n'est pas passionné, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de temps. Si t'es pas passionné, peut-être que tu te rendras pas jusqu'au bout. Et l'entre-gens, parce qu'évidemment, le contact avec le client, ça fait partie essentielle de notre travail, donc avoir de l'entre-gens. OK, parfait, merci. Comment se déroule une journée type? Difficile à décrire, en fait, parce que les journées sont assez différentes dans le milieu de la restauration. Mais principalement, je pense que c'est... en fait, principalement, c'est pas vrai, ça dépend. Ça varie tellement. Il y a des journées où là, on arrive au travail, hop, on a des agents qui viennent, on fait des dégustations, on regarde, on fait nos commandes. Ensuite de ça, c'est passer les commandes à la SAQ. Puis après ça, on se prépare pour le service. S'il y a des accords mais vins, on prépare nos accords. On prépare les bouteilles. Par la suite, on commence le service tout simplement. Donc, c'est de s'ajuster en fonction des clients. Est-ce qu'il y a des accords à faire? Est-ce qu'il y a des suggestions de vin à faire? Aller chercher les informations nécessaires pour suggérer la bonne option au client. Il y a les inventaires à faire une fois par mois. Bref, ajuster les vins dans le système informatique, ranger le cellier, vérifier les vins qui sont manquants, ajuster la carte des vins. Donc, tout ça va être fait au cours de... Toutes ces tâches-là vont clairement être faites au cours au moins d'un mois, selon la journée, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ou non. Excellent. Avec qui tu travailles au quotidien? Avec qui je travaille au quotidien? Avec des serveurs, avec des cuisiniers, avec des chefs, avec des agents de vin, avec la SAQ pour les commandes de vin. Beaucoup de personnes différentes avec qui on travaille. Faut comprendre chaque perception, chaque façon de travailler de l'autre, particulièrement quand je parle aux cuisines. Comprendre le menu, parce que si on veut faire des accords, il faut comprendre le menu. Donc, beaucoup d'interactions avec le chef, avec la cuisine. Beaucoup d'interactions avec les serveurs, les assistants sommeliers, les apprentis sommeliers pour transmettre l'information sur sa carte, sur ses vins, sur qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut pas vendre, bref, les informations nécessaires pour aider à conseiller les clients s'ils doivent le faire. Ouais. Parfait. Puis maintenant, quels sont les différents types de clientèle liés à ton travail? Donc, toutes sortes de clientèles différentes. On a des gens qui aiment le vin, qui sont curieux,
mais qui connaissent pas grand-chose et qui veulent apprendre. À ce moment-là, c'est là qu'on passe un long moment à la table à jaser de vin avec les clients. Ouais. On a les clients qui deviennent de plus en plus connaissants en vin, qui veulent être échangés, qui veulent découvrir des nouveautés aussi, des nouveaux vins, des nouvelles choses. On a les clients qui sont fins connaisseurs, qui connaissent des grands vins, qui ont des critères très particuliers par rapport à ce qu'ils ont envie de boire. Donc, on a un petit mélange de toutes sortes de monde. On a aussi les gens qui connaissent pas le vin, qui veulent pas comprendre, qui veulent juste boire un bon verre de vin avec son repas. Donc, on a vraiment affaire à toutes sortes de clientèles différentes, qui est assez variée. Excellent. Maintenant, pour notre culture générale, quelle est la différence entre les vins et les spiritueux? Différence entre vin et spiritueux, en fait, on va faire ça assez simple. C'est surtout au niveau de la méthode de production, je dirais. Donc, les spiritueux sont distillés, les vins sont fermentés, donc vinifiés. Tout part à la base d'un aliment qui a du sucre, aliment ou peu importe qui a du sucre, en fait, qui va créer, en fait, au final, l'alcool qu'on va retrouver. Mais je pense que vraiment... Quand on parle d'aliments, en fait, tu pourrais-tu donner des exemples? Exactement ce que j'allais dire. OK, parfait. Donc, le vin, c'est très simple, c'est le raisin. Ouais. C'est la vigne qui produit des raisins qui sont aptes à produire du vin. Alors que les spiritueux, là, on va travailler avec toutes sortes de choses différentes. Agave, concernant le tequila au Mexique. On a le canne de sucre pour le rhum. On a les baies de genièvre pour le gin. On a le blé pour la bière. Bref, on a les pommes de terre qui sont aussi utilisées pour la vodka. En fait, il y a énormément de choses différentes qui sont utilisées pour la vodka. Bref, c'est tant qu'il y a du sucre, c'est faisable. Ah ouais, OK. On prend des notes. Parfait. Maintenant, pour poursuivre, dans le même ordre d'idée, comment définir un bon vin? Ça, c'est une très bonne question. Parce que là, côté professionnel, comment définir un bon vin, c'est que le vin doit être parfaitement balancé. Donc, entre le tanin, il doit avoir une structure, il doit avoir du tanin, de l'acidité, l'alcool, tout doit vraiment créer une balance. Une bonne longueur en bouche, une belle complexité aromatique. Donc, on parle pas juste de sentir des petits fruits, mais on parle de sentir des fruits, un côté fumé, un côté floral, un côté un peu vanillé, un côté champignon sous terre, terreux. Donc, ça, c'est un bon vin en tant que professionnel. Sinon, un bon vin, c'est un vin que vous aimez. Je pense que c'est ça qui est important. Quand on goûte et qu'on est content, ben voilà, un bon vin. Ouais. Et ça, c'est propre à chacun, en fait, selon ses goûts. Exactement. Parfait. Quel type de vin recommandes-tu avec les viandes versus avec le poisson et les fruits de mer? Ça, c'est une excellente question. Puis j'adore, quand j'enseigne, j'adore travailler avec ça parce que là, je vais poser plein de questions. Parce que c'est très relatif. OK. Quel type de viande? Quel type de cuisson? Quelle sauce? Quelles épices? Beaucoup de quelles herbes? Tout ça va faire en sorte que je vais sélectionner un vin en particulier selon le plat en général. Donc, évidemment, le côté traditionnel, viande rouge, vin rouge, viande blanche, vin rouge léger, vin blanc plus riche, poisson fruits de mer, vin blanc. Si on a des poissons un peu rosés comme le saumon ou la truite, on peut jouer un petit peu avec un vin rouge léger comme un pinot noir. Donc, très intéressant. Une question très relative et ça dépend aussi de la personne, qu'est-ce qu'elle aime boire. Si elle aime boire des vins corsés mais qu'elle prend du poisson blanc, je vais y trouver un vin qui va correspondre en milieu de chemin, en fait, avec un accord parfait professionnel et ses goûts à cette personne-là. Est-ce qu'on peut considérer que tout peut se faire ou bien on mélange pas, mettons, un certain type de vin avec, mettons, pour le poisson ou pour la viande ou quoi que ce soit? Y a-t-il des restrictions? Il y a des restrictions. C'est sûr que s'il y a une personne qui décide de prendre un Cabernet Sauvignon américain super intense, super tannique avec un flétan, ça va me déranger. Ça va me déranger, mais si la personne, c'est ce qui la rend heureuse, c'est ça. Pourquoi pas? Est-ce que je vais faire ce genre d'accord-là dans mon restaurant?
Dans un menu accord mets et vins, jamais. OK. Puis pourquoi ça te dérange autant? Le tanin, la structure, l'intensité du vin, on goûtera plus le poisson. OK. Parce qu'on veut trouver un équilibre. Ben Faut oui, pas voilà. que le vin écrase le plat, faut pas que le plat écrase le vin. Faut qu'on goûte les deux. Donc, Parfait. Merci pour ces petits cours 101. ouais. Maintenant, c'est le temps d'une démonstration. J'aimerais ça que tu nous montres qu'est-ce qu'une sommelière fait, là. Donc, pourrais-tu nous faire une démonstration d'un vin ou spiritueux de ton choix, puis nous le décrire, la couleur, le goût, etc., l'aspect, consistance, les étapes d'élaboration. Ça va être avec grand plaisir et je vais même te faire participer à cette belle dégustation. Génial! Merci! Donc, 2 verres, est-ce que c'est un pour cracher ou... En fait, tu fais ça, le crachat, d'habitude, mettons, quand tu dégustes dans un verre. dans un verre normal, OK. Il y a les crachoirs qui sont l'outil que tu peux acheter en magasin spécialisé. Mais je trouve Ok. que c'est une dépense un peu inutile pour moi, non pas parce que je crache pas, mais parce qu'un verre en plastique, un Fait la verre job. quelconque, fait le travail amplement. Ben oui. Je me suis dit qu'on dégusterait juste 2 produits assez simplement. parfait. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas se faire plaisir et ne pas cracher aujourd'hui. Mais On va sinon, aller un verre, c'est très, très basique et très efficace. Excellent. Donc, évidemment, on va ouvrir la bouteille. Oui. J'ai décidé aujourd'hui d'apporter un vin, en fait, qui est peut-être un peu moins connu par monsieur, madame, tout le monde. Ah, ben c'est génial. Donc, question de vous faire découvrir en même temps un produit nouveau. Donc, On aime ça, on aime ça. on adore ça. On s'en va en Sicile, Parfait. En Italie. en Italie. Donc, dans le sud de l'Italie complètement. La Sicile étant un merveilleux endroit où faire du vin. Mhm. Il fait chaud, Oui. il fait beau, mais on a des volcans. Donc, le côté volcan va apporter beaucoup au vin. Et donc, même s'il fait très chaud, le vin possède une fraîcheur incroyable qui est apportée par les sols volcaniques. Très intéressant. Donc, évidemment, quand on fait une dégustation de vin, on n'a pas besoin d'un verre de vin complet. On peut y aller juste avec un petit peu. Parfait. Est-ce qu'il y a une manière de... On va tout apprendre, là. Est-ce qu'il y a une manière de tenir son verre? Oh oui, très important. Montre-nous ça. Donc, comme Par le pied, par le pied, excellent. parce que si on fait ça comme ça, on change la température du vin. Mhm. Et on veut pas ça parce que la température du vin est très, très, très importante au niveau de la dégustation. Ça va changer selon plus chaud, plus froid. Ça va vraiment changer la dégustation. Parfait. Donc, on est prêt? On est prêt. Excellent. Est-ce qu'on se fait un cheers? On se fait un cheers, À certainement. ta santé. À santé. Merci. Donc, dégustation, ben on va commencer avec la couleur. Oui, parfait. Donc, c'est parfait parce que la table est blanche, on la voit pas, mais la table est blanche et c'est exactement ce qu'on a besoin parce qu'on veut que ce soit clair, on veut bien voir le vin. Oui. Donc, au niveau de la couleur, je pense que tu as montré le verre à l'écran, c'est parfait. Oui. On a un petit côté un peu gold, un peu doré. Ça se peut que je donne des petits termes des fois par-ci par-là en anglais parce que j'étudie en anglais depuis vraiment très longtemps. Okay, donc, je vais me rattraper, c'est sûr, je vais me rendre compte. Donc, c'est assez pâle. Ça me donne l'impression que le vin est peut-être léger. OK, parfait. Donc, j'y vais vraiment simplement avec la couleur. Il y a plein d'autres critères qu'on peut regarder au niveau du vin, mais je pense que la couleur, c'est vraiment la base. Maintenant, on va sentir le vin. Donc, premier nez, on bouge pas le vin, on sent. Oh, ça sent bon, hein? Oui, vraiment. Donc, quand même assez aromatique. On sent vraiment, là, plus on approche, dès qu'on approche le verre, moindrement, on commence déjà à sentir énormément d'arômes. Tout à fait. Donc, on va ensuite de ça faire le deuxième nez et avant ça, on va faire entrer danser la robe. On fait danser la robe, on fait entrer plein d'oxygène dans le vin, ce qui va libérer encore plus d'arômes. Parfait. Et là, on peut remettre le nez dans le verre. Ah, mais c'est pour ça que le mien, il sentait comme ça aussi. Depuis tantôt, je le faisais danser, là. Donc, il était prêt. Donc, il y a un super beau nez. On a de la poire. On a une petite touche de pêche. On a un petit côté floral. On pense à peut-être un petit peu de jasmin. On reste quand même en simplicité. Il faut avoir une odorat très développée, hein? En fait,
C'est un truc qui va se développer au fil du temps. OK. Mm-hmm. Ça va se développer, ça se développe. Il y a énormément de trucs pour le développer. Puis toi, tu arrives à tout nommer, tous les arômes facilement comme ça? Moi, ça fait depuis 2010 que je chante du vin très régulièrement. Donc, mon nez est quand même assez expérimenté, je dirais. Oui, je comprends. Et évidemment, je me mets le nez un peu partout, tout le temps. Je sens tout le temps tout, ce qui est très important dans mon métier pour justement être capable de déceler ce qui se passe dans le verre. Ben oui. On a quelque chose qui est important au niveau de la Sicile, en fait, c'est qu'on a une certaine minéralité. On va y aller peut-être minéralité, ça c'est un concept qui est très abstrait en sommellerie, qui a amené à beaucoup de débats, mais je dirais que ça sent un peu comme la pierre à fusil. Ah, wow! J'aurais jamais deviné, moi. C'est ça, il faut se pratiquer. Ouais. Je pense qu'il faut se pratiquer, c'est l'essentiel. Mm-hmm. Donc, on va goûter. Parfait. Donc, on prend une petite gorgée et on fait rentrer de l'air dans la bouche pour encore plus exprimer le vin. Donc, l'oxygène est très important dans la dégustation. Et on va promener le vin un peu partout dans la bouche pour vraiment sentir l'acidité qu'on va sur les côtés de la joue, l'amertume en arrière. Bref, vraiment comprendre tout ce qui se passe, tout percevoir. Excellent. Ça, c'est bon. Délicieux. Donc, ce qu'on remarque avec le vin, fait saliver, on a quand même une belle acidité, une belle fraîcheur. Ouais, en fait, quand on parle d'acidité, on parle de fraîcheur. Donc, on ressent vraiment les arômes. On sent beaucoup la minéralité, je dirais. On a un petit peu d'amertume en fin de bouche, mais très légère. C'est un vin qui est pas trop cassé, je dirais. Ça peut s'apprécier toute seule sans nécessairement avoir un plat. Donc, quand même assez léger. Et évidemment, ça me fait penser que on n'a pas d'élevage en fût, donc pas d'élevage en bois. On n'a pas les notes de vanille, on n'a pas les notes très complexes du bois. On est vraiment sur la fraîcheur, sur le fruit. Donc, on parle d'un vin qui est en fait qui est fabriqué, mis sur le marché pour que les gens le consomment assez rapidement, en fait. OK, génial. Merci pour la belle présentation. Mais avec plaisir. Donc, c'était le premier. C'était le premier qui est le vin. Et là, on va aller dans un autre monde. Oui. Donc, on va déguster un spiritueux. Super. Roméo Gin. Et on va prendre un gin du Québec. Ben pourquoi pas? Donc, ça, on en est un petit peu moins parce qu'on n'a pas besoin beaucoup de ça. Donc, ça, on peut prendre ça dans des coupes de vin, il n'y a pas de problème? Exactement. Excellent. C'est fait pour rehausser les arômes. Donc, ça, c'est un peu différent à ce moment-là quand on déguste un spiritueux parce qu'on ne veut pas le brasser dans la bouche, on ne veut pas se le mettre dans le nez parce qu'il y a de l'alcool quand même assez présent. Là, on est sur, généralement, le gin, on est autour du 40 donc, je le vois pas, mais bref. Mais oui, je le vois pas. Il est en avant ici. 46 voilà. Donc, c'est quand même assez intense. Donc, pour la couleur, on s'entend, c'est transparent. Hein? Ouais. Mais pour le nez, en fait, on va juste promener le verre en dessous du nez pour pas que l'alcool nous grille. C'est en fort, fait. Parce que c'est quand même assez puissant. Oui. Donc, on va vraiment tourner le nez comme ça, tranquillement, en dessous du nez. Et là, le concombre. C'est très particulier. Oui, on le sent. On sent le concombre. Donc, un gin concombre avec ça, c'est fantastique. On a le côté aussi un peu floral. On a le côté baie de Genièvre, qui est comme un des ingrédients particuliers du gin. Donc, ça sent bon. Ça sent délicat. Vraiment. Ça sent assez doux, malgré un 46 d'alcool. Puis, je m'attendais à que ça soit plus puissant dans mon nez, mais c'est pas. C'est quand même très délicat. Ça a l'air très bien. Puis, on va le goûter, on va le promener vraiment vite fait en bouche. Puis, on va percevoir tout le côté aromatique, la rondeur. Est-ce que ça apporte quand même une bonne rondeur en bouche? On sent qu'il enrobe la bouche.
On sent l'alcool, évidemment, dans la gorge. Et on a le concombre qui, je répète, est très, très présent dans le gin. Donc, pour ceux qui aiment le concombre, le rhum au gin, c'est vraiment Excellent! crémeux en bouche. Oui. Ben, merci beaucoup pour la belle présentation. C'est vraiment apprécié. On va vous montrer les petites bouteilles, là, si jamais vous voulez vous en procurer. Donc, on avait du Romeo Gin ici. Ça vient du Québec. Ça vient du Québec, exactement. Et celui-là, Et le là, vin de la Sicile, Italie. Donc, par contre, ce vin-là est en importation privée. Mais c'est possible d'en acheter. Ah, OK. Oui. Puis où on retrouve ça, en fait? Sélection Cavis, qui est l'agence d'importation privée qui représente ce vin-là. Donc, est-ce que je fais bien ça? Je le tiens bien? C'est fantastique. Je ferais une bonne sommelière. Ça y est, t'es sommelière. C'est bon. Tu m'as donné envie. C'est bon, parfait. Donc, maintenant, on poursuit avec nos questions. Retour à la réalité. Retour à la réalité, c'était bien plaisant, mais bon, on continue. Les conditions de travail maintenant. Donc, est-ce que les sommeliers, sommelières sont des employés syndiqués? Ça dépend du lieu de travail. D'accord. Je dirais que certains établissements, comme les hôtels, généralement, ça va être syndiqué. Mm-hmm. Il va y avoir des conditions de travail ou des assurances, des choses comme ça. Donc, restaurant, c'est plutôt rare. Donc, c'est non syndiqué. Est-ce que ça fonctionne à pourboire aussi dans les restaurants? Ça fonctionne pas mal tout le temps pour boire, je dirais. Tout le temps pour boire. Tout le temps pour boire. Mais vous n'êtes pas des serveurs, là. Faut pas confondre, là. Vous n'êtes pas considérés comme des serveurs en même temps, là. Non, mais parfois, on va faire du service aussi parce qu'il manque de personnel ou etc. Ouais. Donc, pour être sommelier, je pense qu'il faut déjà à la base connaître le service parce qu'on va être amené à en faire et peu importe ce qui arrive, on est amené à en faire de toute façon parce que faut servir du vin. Donc, on sert le client. Ben oui. Donc, parfait pour ça. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Conditions de travail. Par rapport au syndicat, là? Non, par rapport au syndicat, c'est ça dépend de l'endroit où tu travailles, en fait. OK, parfait. Maintenant, pour les vacances. C'est, il y en a, comme dans n'importe quel emploi, en fait. Mais ça ressemble à quoi? C'est 2 semaines l'été? Ça dépend, en fait, parce que c'est à nous de choisir quand est-ce qu'on veut partir en vacances. Je pense qu'il faut considérer de ne pas partir en vacances dans les moments les plus achalandés de l'année, comme je prends par exemple la saison des fêtes, Noël, jour de l'an, etc. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des vacances parce que là, à ce moment-là, on a énormément de travail à faire, particulièrement au niveau de la gestion des vins et du cellier. Et il faut des quantités, il y a beaucoup de groupes, bref, faut conseiller les gens, faut être sur le plancher, les gens veulent se faire plaisir. Donc, c'est peut-être pas les meilleures périodes pour prendre des vacances, mais le nombre de jours, est-ce que je pense pas qu'il y ait de normes, en fait. Je pense que ça varie d'une place. C'est sûr que si on est dans un endroit qui est pas vraiment syndiqué, c'est propre à chacun. Moi, je dirais qu'un sommelier, en théorie, devrait prendre plusieurs vacances par année parce qu'un sommelier devrait voyager. Oui, aller visiter des vignobles. Oui, c'est un gros plus, hein. Effectivement. Donc, aller jaser avec les producteurs, aller jaser avec les vignerons, perfectionner nos apprentissages par rapport à ça. Donc, je pense que c'est pertinent pour un sommelier de se permettre de voyager. Quelques vacances puis voyager pour aller perfectionner son métier. Parfait. Est-ce qu'il y a des formations pendant que vous avez votre diplôme ou quoi que ce soit qui vous invite à voyager puis à peaufiner vos apprentissages à travers le monde? Est-ce que ça existe, ça, ou c'est vraiment par vous-même? Je pense que le plus gros, c'est par nous-mêmes. Évidemment, il y a certains, selon le niveau où est-ce qu'on est rendu, parfois, il y a des vignobles qui vont vous inviter à aller visiter pour faire un peu de promotion de leurs produits. Il y a certains cours qui demandent, en fait, mais c'est vraiment sur une base volontaire. Mais là, on parle d'un niveau qui est quand même assez élevé. Là. Je pense au Master of Wine qui invite les gens à visiter les vignobles, à voyager. Évidemment, c'est les gens qui prennent ce cours-là, généralement, ils essaient d'avoir des bourses parce que c'est des cours qui sont excessivement chers et on doit débourser pour faire ces voyages-là. Mais je pense que peu importe qu'on soit invité ou non, je pense qu'on devrait prendre l'initiative de se dire, OK, je me garde un budget, puis là, je vais aller visiter, je m'en vais en Italie, dans la région de la Toscane, et là, je visite tel domaine. Et évidemment, une fois qu'on est sommelier, les vignerons, les propriétaires de domaines, qui sont toujours
très heureux de partager ça avec vous. Donc, ça veut pas dire que vous allez avoir à débourser pour déguster ou quoi que ce soit, là. Donc, mais voilà, je pense que c'est pertinent de se garder un petit peu. Excellent. Ensuite de ça, est-ce que vous avez des avantages sociaux particuliers? Non. Je dirais que non. Particulièrement quand on est dans les restaurants, c'est pas nos avantages sociaux, on les prend nous-mêmes parce que c'est pas vraiment. Ça fait pas partie du métier. Parfait. Ensuite de ça, les horaires de travail? Horaire de travail très atypique. Donc, pour ceux qui aiment les week-ends, aller au restaurant les samedis, ça n'existe pas dans notre métier. Donc, au lieu d'aller au restaurant, on sert les clients. Donc, c'est des horaires qui sont quand même très atypiques, je vous dirais. Faut être prêt à travailler le soir. Faut être prêt à travailler les week-ends. Faut être prêt à travailler quand c'est Noël, quand c'est le jour de l'an. Il y a certains restaurants qui vont être fermés, d'autres qui vont être ouverts. Donc, il faut être prêt à travailler des longues heures. Surtout en tant que sommelier, souvent on va arriver très tôt, on va faire toute la gestion de cave et par la suite on va embarquer sur le plancher pour le soir. Donc on peut rentrer à 9 heures le matin et finir à 1 heure du matin. Je veux dire, c'est des horaires qui sont faits pour les passionnés. OK, excellent. Puis, petite question, par simple curiosité, étant donné que tu es toujours dans les restaurants ou quoi que ce soit, dans ton temps libre, est-ce que tu te dis, bon, moi, j'ai vraiment une écœurantite, là, je vais cuisiner chez nous, je veux rien savoir des restaurants, ou bien, malgré tout, tu y vas, puis t'aimes ça, tu sais, te faire servir, là, c'est ton tour. C'est un petit mélange des deux. Des fois, je me dis, j'ai vraiment envie d'aller au restaurant. Dans l'après-midi, je me dis, OK, ce soir, je vais aller au restaurant, on va appeler, on va réserver. Et là, tout d'un coup, j'ai la flemme, puis je fais comme, non. Non, finalement, on va rester à la maison, là. On a tel ingrédient. Évidemment, à la maison, j'ai des belles bouteilles, j'ai du bon vin, j'en manque jamais. Donc, mais il y a des fois où je me dis, OK, ça fait longtemps, là, je veux aller au restaurant. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me gâter. Donc, c'est assez partagé, mais oui, j'ai des moments où c'est comme, non, je veux rester tout seul chez nous, je veux pas parler à personne, je veux pas voir personne. C'est normal. On a besoin de cette petite balance, bulle. Ouais, on a besoin de cette petite bulle-là parce qu'on a beaucoup de contact avec les gens au cours de la semaine. Donc, des fois, on a besoin d'être tout seul. Ouais, parfait. Ensuite de ça, au niveau des lieux de travail d'une personne qui travaille en sommellerie. En sommellerie, en fait, restaurant, service de banquet, traiteur, hôtel. Donc, ça, c'est vraiment le côté sommellerie. Mais la sommellerie, à la base, c'est l'apprentissage du vin. Et là, ça peut déborder. Mais là, on peut aller travailler dans des agences de l'importation privée. On peut aller travailler, on peut enseigner le vin. On peut enseigner le vin. On peut aller travailler dans un vignoble en viticulture. On peut aller travailler dans un vignoble en œnologie. Donc, on peut devenir critique de vin, on peut écrire des livres sur le vin, on peut faire, c'est à l'infini en fait tout ce qu'on peut faire avec le vin. Il y a toutes sortes de métiers qui s'ouvrent à nous parce que moi je dirais qu'au niveau de la sommellerie, donc c'est important de comprendre que le sommelier c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Donc si tu as travaillé dans un restaurant dans ta vie et que tu as fait des cours de sommellerie, tu es un sommelier. Mais si tu es quelqu'un qui fait des critiques de vin dans un journal mais qui n'a jamais travaillé dans un restaurant, tu peux pas te dire sommelier. Définitivement, tu as les connaissances, définitivement, tu as appris sur le vin, mais tu n'es pas sommelier. Donc, mais ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu es un peu tanné de travailler les week-ends et de finir à minuit, 1 heure du matin, ben il y a l'option de dire, OK, ben je vais aller travailler pour une agence de vin. Je vais aller travailler dans un vignoble. Donc, je veux enseigner. Donc, il y a énormément d'options qui s'offrent à toi au niveau du vin. Donc, c'est vraiment un milieu qui est plein d'opportunités. Parfait. Maintenant, pour le rythme, qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? C'est constamment en train de bouger, constamment en train de courir constamment. C'est non-stop. C'est non-stop. Il y a toujours quelque chose à faire. Les commandes à ranger, les vins à ranger, mettre les boîtes au recyclage, déterminer les vins qui vont être au vert, ajuster la carte des vins, faire imprimer, placer, former ton personnel sur les vins qui sont nouvellement entrés, passer les commandes, déguster. Donc, puis après ça, le service embarque. Le service se termine. OK, parfait. Je vais aller voir qu'est-ce qui a été vendu dans le cellier. On va remplir les frigos, remplacer les vins blancs qui ont été vendus. C'est en continu. En fait, il y a très rarement de moments de repos. En fait, je dirais là dans ce métier-là.
Donc, comment tu te sens à la fin de ta journée de travail, mettons? Contentée d'avoir rendu beaucoup de plaisir aux gens, mais un peu fatiguée. Ouais, fatiguée. Un peu fatiguée. OK, parfait. Maintenant, au niveau des revenus, est-ce que toi, tu serais à l'aise de divulguer ton revenu? En fait, je dirais que c'est très relatif. Ça dépend d'énormément de choses. Donc, oui, je pense que c'est un métier où on peut quand même très bien gagner notre vie, mais le type de restaurant où on travaille, le type d'hôtel, les études qu'on a, je pense que ça joue une grosse différence sur le salaire. Donc, je pense que ça peut être très varié d'une personne à l'autre. Excellent. Mais moi, j'ai quand même des chiffres pour vous, là, selon le site monemploi.com. Tu me diras si tu trouves que ça pourrait te correspondre ou si tu trouves que ça correspond à la moyenne, là. Donc, le salaire hebdomadaire moyen est de 954 ça date de mars 2019. Donc, est-ce que tu trouves que c'est toujours comme ça? C'est représentatif de 2023? Je pense que ça peut faire du sens. Oui. Je pense que ça peut faire du sens. Excellent. Merci. Maintenant, parlons du code vestimentaire. Est-ce que vous en avez un habillement professionnel? Là, je vois que tu es venu avec un beau tablier. Oui, effectivement. Donc, tu sais, je vais me lever pour... pour montrer ça. Pour le montrer. Donc, tablier, en fait, veston, selon l'endroit où on travaille, des fois, les vestons vont peut-être être un petit peu plus appropriés, mais un tablier, c'est un élément qui est quand même assez essentiel pour notre métier parce que on a des poches. Et dans nos poches, on a des litos, on a des eaux-bouteilles, qu'on appelle limonadies communément, on a des calepins, des crayons, on met des capsules de vin qu'on a ouvertes. C'est très, très, très pratique, en fait, un tablier. Oui, c'est un bon outil de travail. Voilà. Excellent. Ben, c'était ma prochaine question, justement, tes outils de travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? J'imagine que tu mets pas tous tes outils de travail dans ton tablier. Déjà, une bouteille de vin, ça rentre pas dans tes poches. Presque. Donc, outils de travail, évidemment, le vin, les verres à vin. On a toutes sortes de verres à vin différents, d'ailleurs. Les dégustations. Pour les dégustations, différents verres de vin selon le type de vin. Donc, selon le restaurant où on travaille, on a différents types de verres. L'eau-bouteille, ça, c'est un incontournable. On ne peut pas travailler dans un restaurant sans eau-bouteille. Et là, je parle de ce genre d'eau-bouteille qu'on appelle limonadie, mais en fait, le vrai mot, c'est eau-bouteille. Pas ceux électriques. Ah, OK. Ça, on fait pas ça dans la sommellerie. Non. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vraiment parce qu'on était habitué à travailler avec ça, parce que c'est petit, parce que c'est discret, puis parce que c'est élégant ouvrir une bouteille de vin. Ah, c'est ça que je pensais. OK. Ouvrir une bouteille de vin avec ça, c'est très élégant. Donc, voilà. OK, parfait. Puis, mettons, pour le champagne, est-ce que vous utilisez le même outil aussi? En fait, on va utiliser la même chose pour enlever la capsule. Il y a beaucoup de gens parce que les champagnes, généralement, il y a une partie de la capsule en aluminium qui est comme semi-ouverte, qui va faciliter le travail. Ouais. Nous, en tant que sommelier, on sait comment travailler, donc on va faire le même principe que quand on ouvre une bouteille de vin, puis on va juste découper la capsule pour l'enlever. OK. Par la suite, là, c'est avec les mains qu'on va détwister le... OK. Sabré pour le champagne, ce serait quoi exactement? Ah, j'adore ça. C'est un sabre, en fait. Un sabre à champagne. Sabre à champagne, parfait. Qu'on utilise à avoir su. J'en ai un à la maison, j'aurais pu l'amener. J'ai pas pensé à ça. En fait, je penserais pas qu'on parlerait de tout ça, mais c'est fantastique. Donc, un sabre à champagne, c'est l'outil que tous les sommeliers rêvent d'avoir un jour dans sa vie. Ah oui? Pour quelle raison? Parce que c'est tellement le fun de sabrer. Ah oui, OK. Parce que c'est tellement le fun de sabrer. Malheureusement, c'est pas le genre de choses qu'on va faire vraiment en restauration parce que faut être dans un endroit où ce que le bouchon va voler quelque part qu'il y a absolument rien. Dans un restaurant, il y a des gens, déjà c'est très dangereux au niveau on veut pas frapper personne avec un bouchon parce qu'il y a quand même une certaine pression puis ça revole assez rapidement. Mais c'est un truc que tous les sommeliers adorent faire et c'est un sabré de champagne, c'est hyper facile. OK. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée? En fait, oui, certainement. C'est déjà, si jamais vous n'avez pas de sabre, parce qu'on s'entend que c'est quand même assez dispendieux. Et ah oui, autour de combien? Je suis curieuse. On parle d'une centaine de dollars et plus selon la marque que vous achetez aussi. Donc, vous pouvez prendre un couteau du chef, un gros couteau, et vous devez par contre prendre pas le côté de la lame.
l'autre côté. Okay. Donc, quand on fait, en fait, ben, je vais prendre la bouteille, je pense que ça va être... Oui, certainement. En fait, je sais pas si... Ouais. En fait, c'est quand on a une bouteille de champagne, la bouteille, en fait, c'est comme si elle avait été soudée sur deux parties. Flou! Et il y a une ligne qui est très discrète, mais il y a une ligne sur le côté de la bouteille et qui est quand même, ben, en fait, il aussi est prononcé, mais sur un champagne, c'est peut-être plus prononcé. Donc, si on la trouve pas, on a juste à passer l'ongle sur la bouteille et on va trouver une petite ligne. OK. Donc, ça, c'est la faiblesse de la bouteille. Ah. Donc, quand on sabre, en fait, on va tout décapsuler. En fait, on va vraiment retirer là, cette partie-là qu'on va retirer au complet parce qu'on veut pas que le couteau ou le sabre accroche. OK. Puis en fait, c'est qu'on va suivre la ligne. On va pencher la bouteille pas trop bas parce que là, vous allez jeter votre champagne va tomber à terre puis vous voulez pas perdre ça. Je dis champagne, ça peut être n'importe quelle sorte de vin mousseux. Hein. Tous les vins mousseux sont tous sous pression. Pas les frisanités, les pétillants naturels. Ça marchera peut-être pas tant que ça. Okay. Donc, bref, une fois qu'on a trouvé la ligne, on prend le sabre, donc ou le couteau du côté, là, le côté qui coupe pas vers le haut, et on va juste suivre la ligne. Très important, c'est la ligne qui est importante. On va suivre la ligne, et là, on peut se pratiquer un petit peu. Là, on va bouger le truc vers... et là, quand on est prêt, on fait un coup sec. Et on le laisse glisser sur la bouteille. On laisse le sabre ou le couteau glisser sur la bouteille, et pouf, le bouchon va sortir. Donc, la coupe va être impeccable. Il n'y a rien de coupant. C'est pas dangereux. Il n'y aura pas de vide dans votre champagne. C'est super festif. Merci encore pour une autre démonstration. Donc, tout le monde peut sabrer. Ma petite nièce de 8 ans a sabré. Oh! Juste pour tout le monde peut sabrer. Ben, elle a une experte avec elle aussi. Oui, disons que je l'ai montré, mais sérieusement, essayez-la à la maison. Ça peut arriver que ça fonctionne pas parce que la bouteille a un défaut, mais généralement, ça fonctionne tout le temps. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Qu'est-ce que j'aime le plus de mon travail? Découvrir des nouveaux vins. Parler de vin avec les clients, leur partager ma passion, mes connaissances, rencontrer des vignerons, des producteurs de vin, entendre leur histoire parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu leur philosophie. Oui, s'imprégner du milieu. Hein? S'imprégner, tout ça, ouais, c'est vraiment quelque chose c'est la partie la plus plaisante définitivement de mon travail. Maintenant, la partie la moins plaisante, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? Les inventaires. Okay. Selon le cellier, ça peut être long. Ouais. Il y a des celliers des endroits où j'ai travaillé où il y a vraiment beaucoup de bouteilles de vin et c'est une fois par mois. Une fois par mois, quand même. Par mois. Ça demande une bonne gestion. Ouais. C'est important de réaliser que le vin dans un restaurant, c'est une grosse partie du profit. Donc, une gestion très serrée des vins, c'est hyper important. Donc, de savoir qu'est-ce que j'ai vendu, est-ce que les clients, est-ce que j'ai fait des erreurs, est-ce qu'il y a des bouteilles que quelqu'un a pris par mégarde, que c'était la mauvaise bouteille, ou bref, c'est important d'avoir une bonne gestion. Donc, les inventaires, ben c'est très nécessaire, mais c'est pas le fun. Ouais, parfait. Puis il fait froid dans un cellier. Ouais. Hein? Petite question aussi par simple curiosité. Exemple, dans les bars, les clubs ou les restaurants, tu parlais de profit. Donc, c'est combien de profit généralement qu'ils font sur une bouteille? Ça dépend des endroits. Généralement, on va faire le prix de la bouteille cost, qu'on appelle, donc le prix nous, on a payé. Et on va faire x2, x2.5, x3. Et les établissements, ils vont venir d'aller plus loin que ça. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin que ça? Je pense que ça devient un peu comme un peu du vol, si on veut, parce que, mais disons que 2.5, c'est quand même une moyenne que la plupart des établissements vont faire au niveau des bouteilles de vin. Donc, oui, vous allez payer votre bouteille plus cher qu'à la SAQ, mais vous avez tout le service qui vient avec, par exemple. Vous avez le restaurant, vous avez l'ambiance. Parfait. Merci. Maintenant, quelles sont les contraintes et les inconvénients liés à ton travail? Contraintes, inconvénients, en fait, il y en a pas tant que ça. Mais je pense que les horaires atypiques sont une grosse contrainte au niveau du métier parce qu'on n'est pas disponible à la fête des mères, parce qu'on n'est pas disponible à Noël, parce qu'on n'est pas disponible au jour de l'an, parce qu'on n'est pas disponible pour aller super au restaurant avec nos amis un samedi ou un vendredi soir parce qu'on travaille. Ça l'amène parfois à briser certaines relations au fil du temps parce que on n'est jamais disponible, Donc,
c'est vraiment les horaires atypiques. C'est le niveau d'énergie que ça demande aussi. Je pense pas qu'on peut faire ce métier-là jusqu'à 60 ans. Il y en a qui prennent leur retraite, ils partent tard dans la vie. Je pense que quand tu travailles dans un restaurant, tu peux pas faire ça. Ça va être, en tout cas, c'est difficile. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, se coucher à 2h du matin, 2h30, 3h du matin, c'est pas évident rendu à un certain âge. Donc, d'où la beauté du métier de sommelier, c'est que tu peux aller faire autre chose. Ouais. C'est parfait. Maintenant, c'est quoi les valeurs que tu partages avec la profession? Les valeurs que je partage avec la profession, en fait, mon Dieu, c'est une bonne question. Rendre les gens heureux. C'est ça le vin. C'est de créer un petit peu de bonheur. Mm-hmm. C'est aussi, je trouve qu'on a pris un tournant un peu plus écologique dans le milieu de la sommellerie, comme un peu partout. Donc, côté planétaire, on est un peu dans ce mouvement-là. Et on voit que la sommellerie s'est vraiment transformée au fil des dernières années pour aller maximiser tout ça, donc créer des produits qui sont plus purs. Donc, la pureté du fruit, moins transformé, parce que oui, le vin, il y a toutes sortes de façons de le produire. Il y a certains vins qui sont énormément transformés, donc on n'a plus la pureté du fruit à la base. Mm-hmm. Donc, oui, je pense que de faire ressortir la pureté du fruit, la pureté du vin, la passion. Excellent. Maintenant, j'aimerais connaître un de tes plus grands défis auxquels tu as été confrontée. Dans ton métier, en fait? Un des plus grands défis auxquels j'ai été confrontée, honnêtement, je pense que, je vous dirais, c'est mon premier emploi en sommellerie en tant qu'assistante sommelière. On sort de l'école, on est tout frais sorti de l'école, on a passé plusieurs mois à déguster, à apprendre. On s'est littéralement bourré de crâne, on va se le dire, parce que maintenant, je comprends qu'il y a vraiment une logique. Puis les études où je suis rendue en ce moment, il y a vraiment une logique qui est entourée derrière ça. Mais on a beaucoup de par cœur. Et puis là, on sort de l'école et j'ai travaillé dans un établissement qui était quand même assez haut de gamme. Et la pression de devoir répondre à la clientèle qui est très connaisseur. Je pense que ça a été très intimidant. Je pense que ça a été un gros défi de faire ma place, en fait, de comprendre que oui, je peux faire ce métier-là. J'ai eu beaucoup d'aide du sommelier qui était en place, Martin, qui m'a donné énormément d'informations. Mais oui, je pense que ça a été un défi quand même assez imposant de dire, OK, je travaille dans un établissement comme ça, mais je viens de sortir de l'école. Mais obviously, je l'ai relevé avec brio. Chapeau! C'est bien. Donc maintenant, un accomplissement dont tu es vraiment fière. Un accomplissement dont je suis vraiment fière. En fait, je vous dirais honnêtement, c'est l'obtention de mon Certified Sommelier qui est mon diplôme ici. Parce que nous, dans le Court of Master Sommelier et le Wine and Spirit Education Trust, on a des diplômes sous forme je sais pas comment on appelle ça, des pins, en fait. Je sais pas comment on appelle ça en français. Ouais. Épingles, je sais pas trop. Bref. Ouais. Donc, broche, non, c'est pas ça. Ouais, non, honnêtement, j'ai perdu le... Mais en tout cas, bref, vous comprenez ce que c'est, là. Épinglette. Épinglette, ouais, peut-être. Ça a été l'obtention de mon certificat de sommelier que j'ai fait en 2017, octobre 2017, et ça, c'est un examen. Ce n'est pas un cours, c'est un examen. Tu arrives cette journée-là, tu rentres dans la classe, tu fais de la dégustation, tu fais de la théorie, tu fais une pratique. Donc, examen de service, de dégustation et de théorie. Et auparavant, j'ai étudié d'une façon X j'ai étudié avec le Wine and Spirit Education Trust, révisé mes notes. Je suis partie en vacances peu avant l'examen. Mauvaise idée, évidemment. J'ai quand même étudié, surprenamment. J'ai quand même étudié. Peut-être pas aussi assidûment que j'aurais dû, mais j'ai quand même étudié et j'ai pas dégusté assez avant mon examen. Donc, j'ai un collègue, en fait, qui m'a fait réaliser qu'il, lui, était dans le Court of Master Sommelier, qui m'a dit « Caroline, t'hésites pas de la bonne façon, va sur tel site web, c'est là que tu vas aller voir tes réponses, tes informations. » C'était quoi le site web? C'est le Guildsom, GUILDSOMM.com, qui est un site en anglais et qui est tenu par des Masters of Wine et des Masters Sommelier. Donc, c'est le site par excellence que tu peux aller chercher énormément d'informations. Il y a une section non payante et il y a une section payante. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Génial. Et là, j'ai réalisé ça, je vous dirais, 4 jours avant l'examen. Donc là, je me suis, le matin à 5 heures, j'étais devant mon ordinateur
étudié, je me suis garochée, je me suis bourré la tête d'informations. J'ai pas réussi à tout étudier ce que je voulais. J'ai dégusté tous les vins la veille de l'examen. Puis quand tu dois déguster les vins, c'est à tes frais, en Ouais, fait? toujours. Okay. Toujours. À moins que tu finisses par avoir des petites commandites par-ci par-là par des agents de vin ou peu importe, mais généralement, tu t'achètes tes propres vins, à moins que ce soit une école physique où tu vas. OK. Et le prix de l'école, évidemment, du cours est en conséquence. Ouais. Bref, je suis arrivée pas préparée. Ben zéro, là, complètement très peu confiante. Dégustation, j'ai fait OK. Après ça, j'ai eu la théorie, j'ai fait ouais. Et là, l'après-midi, on avait une heure de cédulé pour l'examen de service où là, on a un master sommelier qui te juge. Et là, tu le sers, il te pose des questions, faut que tu fasses un service de vin, etc. Et je me rappelle avoir dit, j'ai croisé ma voisine ce midi-là et j'ai dit, sérieusement, je suis sûre que j'ai raté. Moi, je vais pas à mon examen pratique cet après-midi, je le fais pas, je me suis plantée, je suis pas prête. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ben là, voyons donc, Caroline. Non, tu vas aller faire ton examen, là. Elle dit, t'es super bonne dans ton domaine. Au moins, va faire ton examen, puis si tu le coules, ben tu le reprendras, puis tu vas savoir c'est quoi. Ça, c'est une bonne amie. Merci, ouais. et j'ai fait, ouais. Puis je dis, OK. Fait que là, ben, j'ai eu le temps de stresser pendant 1 heure parce que là, mon examen était plus tard et je suis retournée à l'école, j'ai fait mon examen. Hey. J'ai fini l'examen. Ça n'a pas été comme je voulais. Pour vrai. Ils m'ont posé des questions sur le saké. Je connaissais pas. et j'ai appelé tout le monde que je connaissais. Puis j'ai dit, OK, je me suis plantée, mais c'est pas grave. L'année prochaine, je le refais. Puis là, je vais être prête. Puis on est rentré dans la classe. On était peut-être une quarantaine. Et j'ai parlé, je m'en veux tellement. J'ai parlé à des collègues qui avaient fait l'examen. J'ai dit, je me suis plantée. Puis on a mis après ça un tour de rôle, tu sais. Puis là, j'étais là avec mon champagne, parce qu'on me donnait un petit champagne. Puis là, j'applaudissais tout le monde en me disant l'année prochaine, tu sais. Puis ils m'ont nommé. Et j'ai eu le diplôme. Tu vois? Fait que ça, j'ai comme... sous-estimé. Exactement. Cette journée-là, j'ai réalisé, je me suis dit, OK, t'es peut-être meilleure que qu'est-ce que tu penses. Oui, oh wow! Fait que j'ai eu mon diplôme, puis j'étais allée boire du champagne. Génial! Oui, c'est un bel accomplissement, en effet. Donc, une grande fierté. Oui, je comprends ça. Maintenant, pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui seraient intéressées à faire carrière dans le domaine de la sommellerie? Jamais arrêter d'étudier. Donc, vous intéresser avant de vous inscrire, s'intéresser après, s'intéresser pendant, être curieux, évidemment, faire preuve d'une grande curiosité, déguster, mais sentez tout ce que vous avez sous le nez, sentez les fruits, sentez les légumes, sentez les épices. C'est quoi les trucs pour développer son odorat? Y en a-tu en particulier ou c'est juste de le faire continuellement? Puis... Ben, de le faire continuellement, mais comme je dis, quand j'ai un plat qui arrive devant moi, le souper, peu importe que je sois au restaurant ou à la maison, je fais, puis là, je me penche, puis là, je sens le plat. Et là, j'essaie de déceler toutes les arômes qu'il y a dedans pour essayer de comprendre quels ingrédients ils ont mis. En fait, du thé, boire du thé, ça l'aide beaucoup. Ah oui! C'est très aromatique, il y a beaucoup de côté floral, jardin botanique, peu importe les parcs avec des fleurs, ça, c'est la partie difficile des sommeliers. En tout cas, pour moi, ça a été très difficile et j'ai encore beaucoup de travail à faire, là. On va dire, sommellerie, c'est un travail d'une vie. Sentir les fleurs, les différentes fleurs, parce qu'on en trouve beaucoup dans le vin. Je veux dire, sentir, comme je disais, dans le placard, l'armoire à épices, toutes les épices, les herbes, le basilic, le thym, comprendre les différences. Bref, je pense que il y a des jeux aussi le nez du vin qui s'appelle, c'est un jeu, où c'est des essences, en fait, d'arômes qui sont hyper pertinents. C'est quand même pas donné, mais je pense qu'un sommelier, ça devrait débloquer du budget pour s'acheter ces outils-là. C'est des outils qui sont excessivement importants pour nous aider à développer ça. Lire sur le vin. Ça développe beaucoup de culture générale dans la sommellerie. Énormément. Il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de géographie, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je pense que la sommellerie, c'est comme ça l'englobe tellement de choses fascinantes. Il y en a qui t'intéressent moins, il y en a d'autres qui t'intéressent plus. Ça, c'est propre à chacun. Mais toi, ce qui t'intéresse le plus, tu dirais, c'est quoi? Oh! Honnêtement, contrairement à ce que j'aurais pensé, au fil du temps, je pense que tout ce qui concerne la viticulture me passionne beaucoup. Les accords et les vins, ça c'est sûr, je trouve ça extraordinaire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais la viticulture, je trouve ça vraiment fascinant. Quand je m'en vais visiter un vignoble, moi je suis comme un poisson dans l'eau, puis là je pose des questions, puis là je vais regarder le sol, la vigne, bref. Surprenamment, j'aurais pas pensé, mais oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. L'histoire, par exemple, ça, je suis zéro. C'est moins... non. Ça, non, absolument pas. D'accord. Donc.
Excellent pour les conseils. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'assister à mon podcast, de participer à mon podcast, d'avoir fait les dégustations et tout. C'était vraiment génial, très divertissant. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Oui, parfait. Donc, je l'ai trouvé sur Instagram. Je fais tout le temps des petites recherches comme ça. Donc, ça pourrait être vous le prochain. Là, j'écris le nom du métier. Puis, elle était en haut de la liste. Donc, ça a été une très belle découverte. Je suis contente qu'elle ait accepté d'ailleurs. Donc, on termine le tout en prenant un shot de dose. Ben oui, Santé! Quand même, hein? Si j'avais une grippe, c'est fini, elle existe. Exactement, c'est très bon pour ça. Merci beaucoup. Puis, si les gens ont des questions, est-ce que c'est possible de te rejoindre sur les réseaux sociaux? Effectivement, avec grand plaisir. J'adore aider les gens à mieux comprendre ce fantastique milieu. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me rejoindre via les réseaux sociaux. Parfait. C'est sur quel nom qu'on peut te retrouver? Caroline Sommelière. Oui, c'est assez facile, c'est ça. C'est assez simple, ça dit ce que ça dit. Exact. Donc, on n'a pas de doute sur mon métier. Donc, Instagram, Facebook, c'est pas mal les réseaux sociaux que j'utilise. Ça, c'est pour t'écrire. Mais maintenant, est-ce que tu veux promouvoir... j'ai vu que tu avais un site web. Effectivement. Je fais des ateliers de dégustation à domicile ou en entreprise. Donc, moi, j'arrive dans votre local, que ce soit chez vous ou dans votre entreprise. Et là, j'arrive avec des vins, j'arrive avec des verres, j'arrive avec des fromages, des bouchées. Et je parle de vin et j'ai un côté très éducatif. Je pense que vous en êtes aperçu de toute façon pendant le podcast. J'aime faire comprendre aux gens pourquoi puis comment. Donc, ça fait des belles soirées. Ça fait des merveilleuses soirées. C'est toujours très festif. C'est très simple. Je sais que peut-être certains trouvent que le métier de sommelier peut être peut-être un peu hautain, un peu snob. Ça n'est vraiment pas le cas. Vraiment pas. C'est très accessible à tous. On peut juste comprendre un peu mieux sur le vin puis en découvrir un peu plus sans être nécessairement devenir un sommelier puis consacrer des millions d'heures d'études à travers ça. À un prochain épisode. Merci beaucoup. Bye bye.